Bonjour, Mehdi Lebadi, je suis radiologue au sein du centre d'imagerie de la clinique Rive Gauche. Donc j'ai effectué mon internat et mon post-internat au CHU de Toulouse, notamment à Rangueil, et je suis de la même génération que Marie-Charlotte Delchier, qui va réaliser la présentation sur les varices pelviennes. J'ai travaillé 10 ans en Martinique, au CHU puis en libéral, où j'ai pu acquérir une expérience en embolisation des fibromyalgies du fait d'une prévalence importante de cette affection dans la population caribéenne. J'ai mis en place l'activité de radiologie interventionnelle au sein de la clinique Rive Gauche il y a un an, quasiment jour pour jour, et avec une activité croissante, principalement grâce à la confiance des équipes de gynécologie qui ont accueilli le développement de mon activité avec intérêt et bienveillance. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Lorsque j'effectuais cette présentation avant 2022, donc avant que les recommandations HAS, mes messages pour revenir à la maison, les take-home messages avant les recommandations, finissaient par les recommandations de ce congrès national des gynécologues obstétriciens français et qui proposait l'embolisation comme une alternative à la chirurgie, en tout cas une option, avec des patientes qui devaient être informées. Par contre, les patientes devaient être sans désir de grossesse. L'embolisation ne devait pas être proposée en première intention à ces patientes. Et de même, les fibromes sous-muqueux et sous-séreux pédiculés n'étaient pas une indication non plus d'embolisation. Ensuite, après 2022, j'ai pu finir mes présentations par les recommandations HAS qui reprennent un petit peu les recommandations de 2011 avec quelques améliorations. Donc, ces recommandations concernent les traitements non médicamenteux des fibromes, donc la chirurgie et l'embolisation, avec comme recommandation une information complète des différentes options pour les patientes qui consultent pour fibromes symptomatiques, des échanges pluridisciplinaires, donc entre radiologues interventionnels et gynécologues, tout en impliquant les patientes. Alors, que disent ces recommandations? Il n'y a plus de critères de nombre et de taille des fibromes. L'embolisation peut être indiquée quel que soit le nombre et la taille des fibromes. De même, quel que soit le type de fibrome, qu'il soit sous-muqueux, interstitiel, sous-séreux ou mixte, l'embolisation peut être proposée. Concernant la fonction de procréation, on va en parler plus tard. Les recommandations parlent de non déterminé pour l'embolisation, donc il y a encore des études à faire. Et concernant les risques de complications et les suites les embolisations par rapport à la chirurgie, les risques de complications majeures sont moindres avec l'embolisation. La durée d'intervention moins longue, ça peut se faire en ambulatoire ou lors d'une hospitalisation courte avec un arrêt de travail une semaine et une convalescence de 8 à 10 jours. L'historique un peu de l'embolisation des artères utérines, je vous la fais assez rapidement. En 68, on a une première embolisation, en tout cas publiée, pour contrôle d'hémorragie pelvienne dans le cadre d'une fracture du bassin. Donc, c'est une embolisation d'artères du bassin, pas obligatoirement des artères utérines, mais c'est la même idée, en tout cas, c'est la même technique. En 79, la première embolisation pour hémorragie de la délivrance est publiée. Et en 89, c'est une équipe française de neuroradiologues interventionnels notamment qui publie dans le Lancet l'embolisation utérine pour des fibromes hémorragiques chez des patientes avec contre-indication opératoire. Donc en 2011, comme j'en ai parlé juste avant, le consensus du Conseil national des gynécologues donne comme option l'embolisation. En 2022, les recommandations HAS et pour information, la même année, l'HAS retrouvait 2000 embolisations utérines contre 70 000 hystérectomies pour fibrome. Donc, j'ai pas les chiffres actuels, je ne connais pas l'évolution de ces chiffres. Les non-indications ou contre-indications à l'embolisation des artères utérines pour fibrome, c'est la patiente asymptomatique. On n'embolise pas des patientes qui ont des fibromes et qui ne présentent pas de saignement
douleur ou d'autres symptômes. Vous le savez, hein, c'est une pathologie bénigne, donc pas d'indication à traiter des patients asymptomatiques. Et en cas de néoplasie utérine, l'embolisation n'est pas indiquée. Euh, En dehors de quelques cas en palliatif, là c'était le cas d'une tumeur cervicale hémorragique qu'on a pu traiter par embolisation pour éviter les saignements. Donc sur le même sujet, la question peut se poser du léomyosarcome qui est quand même assez rare et dont il faut voilà, l'embolisation n'est pas préconisée dans cette indication. C'est bien sûr une chirurgie. L'épidémiologie n'est pas la même. Ce sont souvent des femmes ménopausées. L'IRM préembolisation que l'on fait systématiquement nous permet d'orienter le diagnostic puisque la masse va être suspecte, hein. Je ne vais pas tout vous détailler, mais voilà, elle est hétérogène et inquiétante. Il y a souvent une infiltration diffuse du myomètre et on a des outils comme le coefficient d'ADC et les courbes de rehaussement qui permettent d'avancer vers ce diagnostic. Maintenant, il y a des fibromes dits atypiques qui n'ont pas l'aspect d'un fibrome habituel et pas non plus l'aspect d'une masse inquiétante comme le léomyosarcome. Et sur ces fibromes atypiques, on a accès maintenant à la biopsie avec de la biologie moléculaire qui permet de les diagnostiquer. La plupart du temps, ce sont des fibromes finalement à la biopsie. Mais voilà, il faut savoir qu'on peut biopsier certains fibromes lorsque l'on souhaite un traitement conservateur et que l'on a un doute à l'IRM. Concernant les techniques et protocoles que nous utilisons, on fait tous à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est des patientes qui sont symptomatiques, généralement adressées par un gynécologue, parfois par une sage-femme ou un médecin traitant, et aussi parfois directement par Internet. On va les voir en consultation, leur proposer, en tout cas leur réaliser une IRM systématiquement avant embolisation, parfois, pas fréquemment, mais parfois une biopsie, et on les envoie aussi voir l'anesthésiste qui va généralement faire une sédation consciente lors de ces interventions et nous aider à traiter le syndrome post-embolisation. L'intervention, donc, elle se fait sous prémédication antalgique avec sédation consciente, une ponction artérielle en fonction des équipes par voie fémorale ou par voie radiale, et un cathétérisme hypersélectif des artères utérines, notamment des artères qui vont nourrir les fibromes. Et à partir du moment où on est en regard de ces artères, on va injecter des microbilles calibriques qui vont boucher les artères qui nourrissent les fibromes et entraîner leur nécrose. On traite ces patients donc en hospitalisation courte, parfois en ambulatoire. Et à titre personnel, je fais appel à un prestataire de soins à domicile pour la gestion du syndrome post-embolisation à domicile. Par la suite, je réalise une IRM et une consultation de radiologie interventionnelle à 4 mois. Donc là, c'est un exemple classique avec une diminution de taille du fibrome, une diminution de taille aussi de l'utérus, et comme vous le voyez sur l'image en bas à droite, une dévascularisation des fibromes. Alors, cette IRM n'a pas un intérêt dans le suivi des patientes qui vont bien, mais je fais quand même de manière systématique parce que chez certaines patientes qui vont avoir des utérus polyfibromateux et qui vont présenter une diminution modérée des symptômes, s'il existe encore des fibromes vascularisés sur l'IRM à 4 mois, on peut proposer une seconde embolisation. Là, c'est un cas assez exceptionnel, on va dire, d'une patiente qui ne voulait pas de résection de son fibrome par voie endoscopique. C'est un fibrome quasiment entièrement sous-muqueux et qui souhaitait plutôt une embolisation. Et comme vous le voyez là sur l'IRM de contrôle, une disparition complète du fibrome. Donc, bon, cette patiente a eu des pertes pendant un mois et demi, mais on l'avait prévenue. Elle a été très satisfaite du traitement. Alors, je ne dis pas qu'il faut traiter tous les fibromes sous-muqueux par embolisation. La résection endoscopique est très bien, mais chez des patientes qui ne souhaitent pas être opérées, cette option n'est pas du tout contre-indiquée. Concernant les complications, le syndrome post-embolisation n'est pas vraiment une complication, c'est une suite attendue et on va la prévenir avec les anesthésistes par des protocoles adaptés.
L'infection et le sepsis, c'est moins de 1% dans les revues de la littérature. Généralement, c'est une infection qui arrive 1 à 2 semaines après l'embolisation et le traitement antibiotique fonctionne bien. À titre personnel, j'ai jamais eu à proposer des patientes au gynécologue pour hystérectomie suite à une embolisation. Les leucorrhées et les pertes, c'est assez fréquent, surtout s'il existe des fibromes sous-muqueux. Et là, il suffit aussi de prévenir la patiente et c'est bien toléré. Enfin, l'aménorrhée transitoire est possible. Elle est quand même rarement définitive. Sur les revues de la littérature, c'est moins de 5% après 45 ans. Alors, concernant la fertilité, c'est un sujet qui fait souvent débat, sujet de controverse sur l'embolisation utérine. Donc, est-ce qu'il existe un impact sur la fonction hormonale? Alors, toutes les études disent que non, que ce soit des revues ou des études prospectives. Je vais parler d'une seule étude par la suite. Et la revue de la littérature 2014 ainsi que celle de 2020 disait qu'il n'y avait pas de preuve que la myomectomie avait des meilleurs résultats pour la fertilité par rapport à l'embolisation. Alors, l'étude la plus robuste et récente, c'est celle qui a été publiée dans le New England par les équipes londoniennes, enfin anglaises, en 2020. C'est une étude multicentrique contrôlée randomisée qui étudiait donc des patientes porteuses de fibromes utérins symptomatiques, polymyomateux, donc, et de gros volumes, et des femmes, bien sûr, désirant un traitement conservateur, donc embolisation versus polymyomectomie. Donc, il y a eu 254 patientes incluses avec une randomisation 1 pour 1, l'âge moyen de 40 ans. Et concernant les résultats, les scores de qualité de vie à 2 ans étaient équivalents entre les deux techniques, hein, l'embolisation et la myomectomie, avec plus d'hémorragie et de transfusion dans le groupe myomectomie. Et concernant la fertilité, alors la différence n'est pas du tout significative, mais il n'y avait pas de diminution de la réserve ovarienne dans le groupe embolisation avec les dosages de la FSH. Et il y a eu 9 grossesses dans le groupe embolisation et 5 dans le groupe myomectomie, donc pas de différence significative, mais en tout cas, l'embolisation ne conduisait pas à la stérilité de ces patientes. Et les conclusions de cette étude propose une embolisation pour les patientes ne souhaitant pas une anesthésie générale ou ne souhaitant pas une laparotomie, des patientes souhaitant une hospitalisation de courte durée, donc voilà, des patientes plutôt jeunes, actives, avec un engagement professionnel ou familial important. Autre étude récente qui a été publiée en 2021 dans le journal américain de gynécologie obstétrique. C'est un Français, un Montpellierin qui travaille dans le libéral et qui a fait une étude rétrospective sur ses patientes, hein. Il a retrouvé 400 patientes de moins de 43 ans, donc avec une résolution des symptômes suite à l'embolisation classique, hein, d'environ 90%, et 148 grossesses chez ces patientes, 109 naissances, avec 23 prématurés. La moyenne pour ces prématurés était de 35 semaines d'aménorrhée, donc à peu près équivalent à ce qu'on voit habituellement. Autre sujet de discussion ou de controverse, c'est l'adénomyose. Est-ce que le traitement par embolisation est indiqué? Donc, c'est proposé depuis très longtemps, hein, depuis une vingtaine d'années pour traiter ces patientes. Le ciblage, c'est des artères de plus petit calibre que pour les fibromes. Et le but, c'est d'entraîner une nécrose du tissu endométrial ectopique. Donc, les résultats, c'est une diminution de la taille de l'utérus et de la zone jonctionnelle sur l'IRM post-embolisation. On a 90% de diminution des ménorragies selon certaines études, avec un taux de satisfaction de 80% à 1 an. Concernant les complications, le syndrome post-embolisation est souvent plus marqué que pour les fibromes. Et pareil, plus de complications mineures et d'aménorrhée que pour l'embolisation des fibromes utérins. Juste 2 cas rapidement. Là, c'était une patiente qui avait des douleurs et des ménométrorragies invalidantes depuis 15 ans, avec un échec du traitement hormonal qu'on m'a proposé pour embolisation. Elle ne souhaitait pas d'hystérectomie. Et vous voyez sur cette IRM post-embolisation à 4 mois, on a une zone jonctionnelle qui a bien diminué et surtout une disparition quasi totale des symptômes avec une patiente très satisfaite.
un peu la même idée, une patiente qui avait des ménométrorragies invalidantes depuis 10 ans avec un échec du traitement hormonal, échec de 2 endométrectomies et échec de la résection endoscopique de quelques fibromes qui étaient associés. Et là aussi, l'IRM post-embolisation avec une zone jonctionnelle qui est revenue normale et surtout, encore une fois, une disparition des symptômes. Alors, il y a un PHRC qui va débuter, qui est organisé par Bordeaux, par le professeur Jean-Luc Brun, qui se nomme Adénotrite et qui souhaite évaluer l'embolisation ou l'ablation de l'endomètre par radiofréquence versus hystérectomie, donc traitement conservateur versus hystérectomie. Les patientes incluses devront avoir une adénomyose pure ou prédominante, c'est-à-dire avec quelques fibromes de petite taille, symptomatiques et en échec de traitement médicamenteux. La randomisation ça va se faire avec un ratio 2:1 en faveur des traitements conservateurs, donc avec 230 patientes incluses et 92-46 pour les traitements, avec une vingtaine de centres qui va participer. C'est une étude de non-infériorité donc de ces traitements conservateurs par rapport à l'hystérectomie. Et l'objectif principal sera l'efficacité à 2 ans sur les ménorrhagies et aussi le taux d'échec clinique. Donc, les patientes devront avoir une hystérectomie avant ces 2 ans-là. Donc, les messages à retenir en 2025, concernant l'embolisation des artères utérines pour fibrome, on a des recommandations HAS 2020 à suivre ou à ne pas suivre. Ça, c'est vous qui voyez. Il n'y a plus de critères de taille, de nombre ou de type des fibromes pour proposer l'embolisation. Et la durée d'intervention, d'hospitalisation, de convalescence et l'arrêt de travail sont plus courts quand même pour l'embolisation que pour la chirurgie. Concernant la fonction de procréation, à mon sens, ce n'est plus une contre-indication si la patiente a un désir de grossesse et c'est un peu à discuter au cas par cas. Concernant l'adénomyose, il n'y a pas de recommandation actuellement pour l'embolisation des artères utérines, mais c'est proposé depuis longtemps en alternative à l'hystérectomie. Ça peut être proposé en cas d'échec, de contre-indication ou de refus du traitement médical. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a un PHRC à Bordeaux, donc peut-être un jour des recommandations aussi pour ce traitement. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Marie-Charlotte Delchier, je travaille au CHU de Rangueil et je vais essayer de vous éclairer sur l'embolisation des varices pelviennes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une varice pelvienne? C'est une dilatation variqueuse des veines pelviennes génitales, donc utérines et ovariennes. Donc il en existe 2 formes, les formes asymptomatiques, car vous avez dû vous rendre compte par vous-même que des varices pelviennes, on en trouve chez globalement, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes, surtout après avoir eu des enfants. Et heureusement, elles n'ont pas toutes des douleurs pelviennes chroniques. Donc nous allons nous intéresser aux varices pelviennes qui sont symptomatiques et qui vont engendrer un syndrome de congestion pelvienne. Alors ce syndrome de congestion pelvienne, souvent il se déclare plutôt après une deuxième grossesse chez les femmes autour de 40 ans. Ça concerne quand même 15% des femmes âgées de 18 à 50 ans et ça représente 30% des consultations en gynécologie pour douleurs pelviennes chroniques. Alors, la physiopathologie de ces varices vont être formées par un problème de reflux et d'hyperpression dans les veines pelviennes. Alors, pourquoi ça? Car normalement, vous avez ici la veine ovarienne gauche, qui normalement a un sens qui remonte vers de circulation du flux sanguin qui remonte vers le cœur, et là le sang va s'inverser. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir un problème éventuellement de leurs valvules qui vont devenir incontinentes, soit du fait d'une thrombose, soit parce qu'elles n'ont pas de valvules, soit car il y a un problème de compression, et car parfois, souvent après des grossesses, cette veine se dilate et ne retrouve pas sa forme initiale, ce qui va entraîner un dysfonctionnement des valvules et un reflux du sang dans cette veine et engendrer une hyperpression veineuse. Donc, cette hyperpression veineuse va donner ce syndrome de congestion pelvienne chez certaines femmes.
Donc, les facteurs de survenue et les facteurs de risque, ce sont les grossesses multiples. Donc, plus les femmes ont des enfants et plus cette veine va avoir été dilatée, ne pas avoir retrouvé sa forme. Il y a aussi des problèmes de compression. Donc, un petit rappel anatomique, nous sommes tous globalement à peu près faits de cette façon-là, donc avec une veine rénale qui passe entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure ici, et la veine ovarienne se jette dans la veine rénale. Cette petite pince, qui va être plus ou moins serrée généralement en fonction de votre gabarit, va être responsable d'une petite hyperpression en fait physiologique, la plupart du temps asymptomatique, dans la veine rénale et donc favoriser largement un reflux si votre veine s'est dilatée ou que vos valvules ne sont plus continentes. Donc, il peut y avoir des thromboses aussi parfois de la veine rénale qui vont entraîner une dilatation de la veine ovarienne. Il y a aussi des facteurs hormonaux qui seraient liés à la congestion pelvienne et aussi d'hérédité. Alors, cliniquement, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de congestion pelvienne? Les patientes vont vous parler donc, de leur douleur pelvienne chronique, généralement quotidienne ou quasi quotidienne depuis 6 mois, et surtout elles vont vous parler de pesanteur. Si elles vous parlent de pesanteur, vous devez tiquer et ouvrir ce tiroir. Possiblement, cette patiente, elle va vous parler de son syndrome de congestion pelvienne. L'intensité des douleurs est très variable selon les patientes. Ça peut aller de juste un poids dans le pelvis à des douleurs beaucoup plus invalidantes. Et quand elle vous parle aussi que ces douleurs ou cette gêne est aggravée par la station debout prolongée plutôt en fin de journée et qu'elle va être calmée aussi par le repos et l'alitement, ça doit aussi vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, vous faire rechercher des varices pelviennes chez ces patientes. Elles peuvent parfois aussi vous avoir quand même un rythme par rapport aux règles et souvent elles peuvent être ces douleurs exacerbées la semaine précédant les règles, ce qui peut être un petit peu parfois trompeur avec une endométriose sous-jacente éventuelle. Les signes associés, ça va être des dysménorrhées, des dyspareunies. Alors souvent, c'est des dyspareunies plutôt post-coïtales que percoïtales. Ces dames, elles vont avoir très mal après les rapports. On peut avoir aussi des dysuries. Parfois, les veines vont se développer dans la paroi vésicale ou autour de cette paroi et vraiment pouvoir entraîner une dysurie très invalidante. Donc pareil, là, il faut rechercher chez des patientes où on ne comprend pas toujours pourquoi elles ont cette dysurie, est-ce qu'il y a des varices pelviennes ou pas. Parfois, elles vont vous décrire des espèces de névralgies. Alors souvent, ce sont plus des douleurs qui irradient dans la face antérieure de la racine des cuisses. Et souvent, ces patientes peuvent avoir aussi des varices des membres inférieurs, parce qu'on a vu que 10% des varices des membres inférieurs sont d'origine pelvienne. C'est-à-dire que les dames, elles ne vont pas d'ailleurs forcément certaines avoir un syndrome de congestion, elles ne savent pas qu'elles ont des varices pelviennes, mais elles vont avoir des varices des membres inférieurs assez marquées pour leur âge et surtout récidivantes après une chirurgie. Et là, pareil, il va falloir vous rechercher ces varices et un éventuel syndrome de congestion associé. Donc, évidemment, du coup, les varices pelviennes doivent être traitées avant d'envisager un traitement des varices des membres inférieurs pour éviter les récidives. Les autres signes, il y a un gros retentissement psychologique. Souvent, c'est des patientes qui ont mal depuis des mois, voire des années. Il y a une grosse errance médicale. Elles arrivent assez épuisées par ces douleurs pelviennes chroniques et puis la sensation quand même d'être incomprises ou qu'on ne trouve pas ce qu'elles ont. Donc assez angoissées, déprimées, avec parfois des problèmes personnels qui s'y associent. Alors quand même un petit rappel pour sortir ma petite banderole un petit peu féministe entre guillemets, c'est exactement la même pathologie que la varicocèle chez l'homme, puisque c'est la même compression de la veine rénale qui entraîne un reflux dans la même veine, mais c'est vrai que pour la varicocèle, la varice va se développer autour du testicule et donc on la voit cliniquement plus facilement évidemment. Et donc, les premières embolisations de varicocèle chez les hommes, ça a été 78. Et nous, pour les varices pelviennes, il a fallu attendre 15 ans pour commencer à s'y intéresser, à les emboliser. Et vous voyez, aujourd'hui, on fait en 2025 encore un EPU sur ce sujet, alors que
pour la varicocèle, il n'y a plus rien à prouver ou à discuter. Donc, revenons à notre syndrome de congestion. Vous avez une patiente chez qui vous suspectez cela. Généralement, il y a une échographie qui a été faite qui montre qu'il y a des varices. Donc là, on va chercher un petit peu à creuser, à faire le tri entre tout ce qui est, est-ce qu'elle a des varices symptomatiques ou est-ce qu'elle a potentiellement une autre pathologie pelvienne. Il faut absolument rechercher les autres pathologies. Donc, vous allez prescrire une IRM, qui va vous montrer évidemment des varices, mais ce n'est pas vraiment ça qu'on veut voir. Ce qui nous intéresse, c'est surtout rechercher principalement de l'endométriose et surtout de l'adénomiose chez les patientes après 40 ans qui peuvent développer, même s'ils n'avaient pas eu d'endométriose plus jeune, elles peuvent développer en périménopause, en préménopause plutôt, de l'adénomiose, et ça peut quand même mimer globalement un petit peu les mêmes symptômes. On va aussi, en tout cas nous en tant que radiologue interventionnel, vouloir une imagerie en coupe injectée, donc la plus simple et la plus efficace, je dirais, c'est le scanner, qui va nous permettre de cartographier notre réseau vasculaire veineux et de pouvoir confirmer la dilatation de la veine ovarienne ici que vous voyez largement, rechercher donc un syndrome de Nutcracker, un syndrome de coquette associé, donc je vais vous en parler un petit peu plus loin, et exclure une autre étiologie X ou Y. Ces patientes, souvent, c'est quand même des dossiers un peu multidisciplinaires. Il y a souvent une interaction avec les gynécologues ou les médecins vasculaires. Elles ont souvent une endométriose potentiellement associée. Alors, est-ce qu'on va d'abord traiter l'endométriose, puis faire une espèce de test thérapeutique pendant 6 mois avec un traitement optimal de l'endométriose et voir si elles ont toujours leur douleur pelvienne qui s'oriente plus vers un syndrome de congestion. Voilà, c'est des patientes, on ne va pas leur sauter dessus, personne ne meurt de varices pelviennes, on va prendre le temps de bien traiter globalement les choses les unes après les autres. Et pareil, souvent, je me demande assez régulièrement un avis en médecine vasculaire pour rechercher d'éventuels points de fuite fémoraux chez des patients qui ont des varices des membres inférieurs associés et me confirmer éventuellement qu'il faille aller emboliser ces veines pelviennes qui alimentent les veines des membres inférieurs. Comment se passe le traitement? Donc dans une salle de radiologie interventionnelle, comme vous avez ici, sous anesthésie locale. C'est un geste qu'on fait en ambulatoire vraiment pur. Alors on peut passer soit par voie fémorale, c'est-à-dire ponctionner la veine fémorale, généralement à la droite. On peut aussi totalement passer par voie brachiale, ça c'est au bon vouloir et à l'habitude du radiologue qui fait l'intervention. Et ensuite nous avons un cathéter et un guide qui nous permet de naviguer dans les vaisseaux de la patiente. Notre matériel d'embolisation, ça va ressembler à ça, dans le couple classique, si je puis dire, pour le traitement, c'est-à-dire des coils et de l'étoxysclérol. Donc les coils, ce sont ces espèces de tortillons. Alors vous en avez qui sont couverts de gel, vous en avez en fait, ce gel va gonfler au contact du sang et prendre de la place dans le vaisseau et boucher le vaisseau que vous voulez emboliser. Soit des petits tortillons poilus comme ça qui vont se thromboser et pareil être bien obstructifs. Et l'étoxysclérol est un produit sclérosant qui va nous permettre d'avoir vraiment une thrombose de tout un segment de veine pour bien occlure toute la veine ovarienne gauche et éviter les récidives. On en parlera après. D'autres agents liquides, c'est un peu plus rarement, quoi. Ça dépend qui embolise, mais généralement c'est utilisé dans certains cas. En gros, voici les images d'une embolisation. Donc ici, j'ai mis mon cathéter dans la veine fémorale, dans la veine cave. J'ai cathétérisé la veine rénale et j'opacifie le rein pour voir un petit peu ce qui se passe et confirmer qu'il y a bien un reflux dans la veine ovarienne gauche et qu'elle est bien. Du coup, elle ne fait plus office de veine. Normalement, c'est une veine de drainage où le sang remonte dans cette veine vers le cœur. Et là, on voit très bien que sur les images lors de l'injection, il y a un reflux majeur dans cette veine qu'il va falloir aller boucher. Et ça me confirme aussi que ma veine rénale est bien perméable. Donc ici, on a descendu un cathéter dans la veine
ovarienne gauche, et on l'a obstrué avec l'école et les toxiclérols. Voici donc le contrôle angiographique final avec une veine rénale tout à fait perméable et plus de reflux dans la veine ovarienne gauche. Les complications sont très rares, exceptionnelles, je dirais. Donc un hématome en point de ponction, c'est devenu assez exceptionnel puisqu'on pique globalement tous sous contrôle échographique. Là, c'est une ponction veineuse avec un petit introducteur de 5 French, où vraiment on ne risque pas grand-chose. Moi, je comprime 10 minutes, je ne mets même pas de pansement compressif. Je leur demande juste de ne pas plier la jambe, de ne pas se lever pendant 2 heures. Et après, je n'ai pas de soucis particuliers. Alors, la migration de matériel, c'est décrit aussi dans certaines publications assez anciennes. Généralement, quand on a l'habitude, si on met de la bonne taille de matériel, on n'a pas trop de risque de migration. Et maintenant, avec le matériel qui est à largage contrôlé, même si on devait se tromper de taille ou quelque chose, on pourrait toujours retirer le matériel et réadapter, réajuster la taille comme il faut. Les suites opératoires, il n'y a pas de syndrome post-embolisation, comme vous avez pu écouter sur l'intervention de M. Lebadi concernant les fibromes. Donc, il n'y a pas de choses particulières. Elles ont quand même souvent une douleur pelvienne qui va persister quelques jours, provoquée par l'embolisation, puisqu'on va créer une zone de thrombose veineuse qui peut être symptomatique, mais pas autant qu'un syndrome post-embolisation. On fait quand même généralement passer, c'est une organisation qu'on a nous sur le CHU, et je sais dans pas mal de cliniques toulousaines, d'encadrer ce type d'embolisation par le passage d'infirmières spécialisées au domicile des patientes. Alors, les résultats, il y a pas mal de publis. Bon, celles-ci sont assez anciennes, mais on avait des plus récentes. Ça revient toujours, c'est toujours la même chose. C'est qu'il y a un succès technique excellent. Ce n'est pas du tout un geste compliqué de radiologie interventionnelle. Que les patientes sont améliorées, voilà, 80 à 94% des cas. Alors, et généralement, quand il y a un échec, c'est que c'était peut-être qu'il y avait des varices pelviennes, mais qu'en fait, il y avait aussi peut-être de l'adénomiose, et c'est pas ça qui a été traité en premier. D'où l'importance et mon insistance sur le fait du bilan et du côté multidisciplinaire et de ne pas se précipiter pour traiter les varices. Il y avait plusieurs aussi des publications concernant varices pelviennes et insuffisance veineuse des membres inférieurs. Ça a montré évidemment donc succès technique, ça on n'en doute pas. Une amélioration de plus de 50% clinique, plus de 50% des patientes, et surtout ces publications montrent que les interventions prévues pour traiter les varices des membres inférieurs finalement ont été moins importantes, moins invasives que prévues, donc ce qui est quand même intéressant pour ces patientes. Alors la pince, pour revenir un petit peu sur ces histoires de compression, de syndrome de nutcracker, de coquette, savoir, parce que voilà, on peut en parler ou on peut les rechercher il faut les rechercher quand on bilane des varices pelviennes ou qu'on veut les emboliser. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a à peu près tous fait pareil. La veine rénale passe dans la pince orthomésentérique. Le flux veineux va comme ceci, mais parfois, selon comment vous êtes fait, selon votre morphotype, votre index de masse corporelle, cette pince va être plus ou moins fermée à angle aigu et voire vraiment occlusive et entraîner une dilatation majeure et le développement de collatéralité veineuse pour pouvoir drainer le sang du rein, puisque la nature est bien faite, elle va vouloir absolument trouver une porte de sortie pour sauver le rein d'une ischémie veineuse grave. Donc là, juste un exemple en fait du grand classique des patientes que je vois en consultation, qui sont plutôt ce morphotype-là, très peu gras, mince, élancé. Et ces patientes vont, donc ça c'est le scalaire d'une d'entre elles. On voit ici l'aorte, ici l'artère mésentérique supérieure, et on voit la veine rénale apparaître. On voit clairement cette pince, mais la veine rénale passe. C'est pincé, mais ça passe sans souci. On voit, on a un petit effet entonnoir. En effet, il y a sûrement une petite hyperpression ici. Et ça bouchonne un petit peu. Mais bien sûr, elle avait développé, en partie grâce à cela, à sa petite pince, un reflux dans la veine ovarienne gauche, et elle avait des larges varices pelviennes qui étaient symptomatiques. Donc je l'ai
embolisée, donc cette fameuse patiente. Donc je commence toujours par injecter dans la veine rénale, faire une série injectée dans la veine rénale pour prouver ce reflux et montrer la perméabilité de la veine rénale. On voit très bien ici notre petite empreinte de la pince, mais j'ai pu cathétériser sans aucun problème. Il y a quand même du sang qui passe largement dans cette veine rénale perméable, mais en effet, un reflux. Donc, ce reflux, comme je vous ai montré déjà tout à l'heure, va être traité par des coils et la mise en place de coils, pardon. Et je contrôle ici, en fin d'intervention, qu'il y a bien un bon passage dans la veine rénale, il n'y a pas de thrombose, pas d'autres voies de dérivation et qu'il n'y a aucun problème sur le drainage veineux du rein. Alors, le nutcracker, pour parler de ce fameux syndrome, alors là, c'est vraiment une compression majeure. C'est vraiment la pince fermée qui entraîne une occlusion de la veine et qui va être responsable d'une hyperpression veineuse intrarénale qui va, si ça arrive en phase aiguë, si c'est quelque chose qui arrive brutalement, ce qui est quand même très rarement le cas, en tout cas chez les patientes qui viennent me voir pour des varices pelviennes, ça peut entraîner la présence de sang dans les urines, de douleurs lombaires et pelviennes. Généralement, les femmes que je vois qui ont un vrai nutcracker, une vraie occlusion de la veine rénale, elles se plaignent juste des varices pelviennes, potentiellement de vagues douleurs lombaires, mais elles n'ont ni protéinurie, ni hématurie, elles n'ont jamais eu ça d'ailleurs. Pour exemple, une patiente que j'ai traitée il n'y a pas si longtemps, donc on a l'aorte ici, on a l'artère mésentérique supérieure ici, et on voit à peine un filet, là c'est la veine surrénalienne, et là on ne voit pas de veine rénale. Il y a vraiment une occlusion, sclérose de la veine rénale, avec évidemment une énorme veine ovarienne qui s'est développée pour drainer le sang veineux du rein gauche. Alors, bien sûr, du coup, des grosses varices pelviennes et un syndrome de congestion pelvienne. Cette patiente, donc, on lui a expliqué les différentes possibilités, qui étaient soit de rien faire et qu'elle reste comme ça, ce qu'elle a choisi en fait pendant un temps parce qu'elle n'était pas si gênée que ça. Puis devant l'aggravation des symptômes du syndrome de congestion, elle est revenue vers nous. Et donc les options, c'était de boucher les varices pelviennes, la veine ovarienne gauche comme je vous ai montré, et de mettre du coup un stent dans la veine rénale pour réouvrir cette veine, ou de transposer, alors là chirurgicalement, la veine ovarienne gauche sur la veine iliaque. Donc là, c'est déjà plus tout à fait la même limonade. Et voir certains chirurgiens proposent, donc nous pas dans notre centre, Dieu merci, mais de transposer l'artère mésentérique supérieure. Donc ça, ce qui est très à risque, qui est un risque quand même assez vital si ça se passe mal. Donc ici, cette patiente, elle a décidé de tester de faire le traitement endovasculaire. Bien sûr, si j'avais pas pu recanaliser, donc là j'ai mis mon introducteur ici, j'ai pu recanaliser la veine rénale. Si j'avais pas pu recanaliser la veine rénale, j'aurais pas pu avoir accès de toute façon aux varices, donc ça aurait été chirurgie. Donc là j'ai recanalisé la veine rénale, j'opacifie. Vous voyez par rapport à tout à l'heure, là il n'y a absolument rien qui passe vers la veine cave. Alors là j'ai dilaté un petit peu, on voit à peine un petit flux qui s'est reformé. Je suis descendue dans la veine ovarienne gauche, je lui ai bouché ses varices ici et j'ai déployé ensuite un stent dans la veine rénale avec un très bon résultat angiographique en tout cas et clinique d'ailleurs. Donc cette dame qui était très contente. Mais ça, il faut savoir que ce genre de patiente, je vois beaucoup de patientes avec des varices pelviennes, j'en embolise beaucoup. Et ça, j'en fais même pas un par an, c'est un tous les 2 ans, je pense. Alors, le syndrome de Coquette, rapidement, c'est un peu la même chose. C'est une compression de la veine iliaque gauche par l'artère iliaque droite, qui donc va pincer la veine la veine va être pincée entre l'artère et le rachis derrière, et pouvoir entraîner, pareil, un effet un petit peu de pincement, voire un entonnoir, voire une occlusion vraiment localisée sur la veine et le développement de varices pelviennes et du membre inférieur en général, puisque souvent l'entrée dans la maladie des syndromes de Coquette, c'est la thrombose extensive du membre inférieur gauche. Mais c'est décrit pour les varices pelviennes, donc je vous montre un petit cas qu'on a fait il n'y a pas si longtemps. J'ai cette dame qui présentait ce qu'on avait quand même authentifié, on a vu comme un syndrome de congestion pelvienne, évidemment on avait éliminé toute endométriose ou autre chose.
Et voici les images angiographiques. Donc, vous voyez ici une occlusion de la veine iliaque avec le développement de veines collatérales qui finissent un petit peu par opacifier la veine cave. Donc, on a mis un stent avec un très bon résultat angiographique, puisqu'il n'y a plus du tout de collatéralité. Après, c'est techniquement pareil, c'est pas bien compliqué, mais souvent, moi j'ai un peu mon sentiment, c'est que dans les syndromes de coquette, les douleurs pelviennes, même avec un stent et une embolisation de varèse, j'ai l'impression que souvent ces patients très symptomatiques, je ne sais pas si on arrive vraiment à savoir si elles ont vraiment un syndrome de congestion avérée. Pour finir, donc j'espère que je vous ai un petit peu éclairé, que voilà, vous savez quelles questions poser à vos patientes qui se plaignent de douleurs pelviennes chroniques, savoir ce qui doit vous orienter sur un syndrome de congestion pelvienne, savoir quel bilan maintenant vous devez demander avant d'adresser à X ou Y votre patiente, et savoir du coup l'intérêt de cette imagerie pour les orienter au mieux. Et que oui, c'est vraiment une pathologie qui est à la frontière entre pas mal de disciplines et que c'est vraiment, on essaye de développer en tout cas chez nous des RCP de prise en charge de ces patientes entre gynéco, médecin vasculaire, chirurgien vasculaire aussi parfois si besoin, et radiologie interventionnelle pour traiter au mieux ces patientes. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous, Pierre-Antoine Barral. Je suis radiologue à la Timone à Marseille. Alors, je suis navré de ne pas pouvoir être avec vous ce soir en présentiel, mais je suis ravi de pouvoir participer à ce symposium sur la santé de la femme à distance. Et je remercie le docteur Mehdi Lebadi de m'avoir invité à venir parler de l'hémorragie du postpartum et du post-abortum ce soir. Alors d'abord, quelques messages clés pour pouvoir prendre en charge ces patientes de façon optimale. Ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir collaborer de façon efficace entre radiologues et obstétriciens. Donc pour ça, il faut se connaître, il faut mettre en place des protocoles locaux, se servir des protocoles existants pour que le circuit des patientes soit fluide et efficace. Deuxième point, technique, celui-là. Pour ce qui est du matériel d'embolisation, l'agent de choix, ça va être la gélatine résorbable en première intention. Et enfin, dans le postpartum et le post-abortum, les anomalies vasculaires utérines sont des entités qu'il faut connaître. Il faut connaître leur physiopathologie pour comprendre comment les traiter, et on le verra en fin de présentation. Alors, un peu d'épidémiologie sur la mortalité maternelle. Vous voyez que dans les pays comme la France, elle varie entre 1 et 19 décès pour 100 000 habitantes, et qu'elle va être beaucoup plus élevée en Asie et en Afrique. Dans les pays développés, l'hémorragie du postpartum, dans la mortalité, elle représente environ 13% des décès. En Afrique, ça va être plus élevé, ça va être plus d'un tiers des décès qui vont être imputables à l'hémorragie du postpartum. Et si on revient en France, vous voyez ces données de Santé publique France, entre 2016 et 2018, on a eu 20 décès à déplorer secondaires à une hémorragie du postpartum. Donc c'est 20 décès de trop qu'il faudrait qu'on essaye d'éviter. Voilà une carte que j'ai tirée du site de la Fédération de radiologie interventionnelle. Donc, ça permet d'avoir une idée des centres en France qui font de l'embolisation des artères, et donc de l'embolisation des artères utérines. Donc, vous voyez que sur tout le territoire, pas tout le monde ne va pouvoir disposer d'un plateau d'embolisation à proximité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ce sont des choses qu'il va falloir prendre en compte dans la prise en charge de ces patientes, dans la rédaction de protocoles locaux, régionaux. Ça va être différent selon où on se trouve en France.
Alors, on différencie les hémorragies immédiates du postpartum qui surviennent dans les 24 heures et les hémorragies retardées qui vont survenir entre 24 heures et 6 semaines. On va d'abord parler des hémorragies immédiates du postpartum. Donc, vous le savez, c'est lorsque la patiente perd plus de 500 millilitres de sang, et on va parler d'hémorragie sévère lorsque ça va dépasser 1 litre ou lorsqu'il y aura une mauvaise tolérance hémodynamique. L'étiologie la plus fréquente, c'est l'atonie utérine. Donc, c'est le défaut de rétraction du muscle utérin qui va permettre de faire l'hémostase, qui va entraîner l'hémorragie. On a ensuite les plaies, les déchirures cervicales, vaginales, lors du passage du fœtus dans la filière ou bien lors d'extractions instrumentales liées à l'utilisation de forceps, de ventouses, qui peuvent être à l'origine de plaies vasculaires. Les anomalies de position et d'insertion du placenta vont aussi être une cause d'hémorragie du postpartum. Les patientes avec des troubles de la coagulation, plus rares, et enfin la rupture utérine. Alors l'hémorragie du postpartum, qui fait suite aux accouchements par voie basse, est bien codifiée depuis 2014 par le Collège des enseignants de gynécologie. Donc il y a une prise en charge initiale qui va impliquer l'équipe d'obstétrique et l'équipe d'anesthésie, qui va débuter par une délivrance artificielle, une révision utérine, un sondage, un massage utérin, la perfusion d'ocytociques, les manœuvres de réanimation de base, une antibioprophylaxie. Enfin, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous voyez que si ces mesures initiales échouent, ensuite on va passer à la perfusion de progestatifs. Si ces mesures échouent à nouveau, on va pouvoir utiliser le ballon de tamponnement intra-utérin qu'on appelle le ballon de Bakri, qui fonctionne très bien, et toutes ces mesures vont permettre d'arrêter environ 85% des hémorragies du postpartum. Si toutes ces mesures n'ont pas fonctionné, c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir intervenir en tant que radiologue interventionnel uniquement chez les patientes stables et évidemment si le centre d'embolisation est à proximité de la maternité. En cas d'échec, on passera sur des chirurgies conservatrices ou sur une chirurgie radicale d'hémostase. Donc d'un point de vue organisationnel, je vous montre cette slide que j'ai tirée de notre réseau régional de périnatalité. Donc vous voyez que lorsque l'on envisage de transférer une patiente depuis une maternité vers un centre qui dispose d'un plateau d'embolisation, ça doit passer par le médecin régulateur du SAMU et ça doit passer premièrement entre gynéco-obstétriciens, demandeurs et receveurs. C'est les gynéco-obstétriciens qui doivent piloter le transfert des patientes. Évidemment, ensuite, ils vont impliquer les équipes d'anesthésie receveuses et demandeuses et le radiologue interventionnel. Mais c'est important pour nous, radiologues, qu'on ne soit pas contacté directement sans que soient informés les gynéco-obstétriciens au niveau local. C'est une source de mauvaise prise en charge. Donc maintenant, cet algorithme qui décrit la prise en charge des patientes qui présentent une hémorragie du postpartum retardée après césarienne. Alors pourquoi retardée? Je vous ai pas mis l'hémorragie du postpartum immédiate après césarienne parce que c'est très chirurgical et ça fait rarement appel à l'embolisation. Donc c'est plutôt dans les hémorragies retardées du postpartum qu'on va pouvoir être sollicité. Donc les manœuvres initiales vont être les mêmes que celles qu'on a vues pour la voie basse. En cas d'atonie utérine, avec le massage utérin, les ocytociques, le sulprostone. En cas d'hémopéritoine ou d'autres causes de saignement, le traitement va être chirurgical. Et si l'atonie utérine n'est pas contrôlée par les manœuvres initiales que je vous ai décrites, dans ce cas-là, on pourra passer au ballon endo-utérin, le ballon de Bakri, et à l'embolisation si elle est disponible. Alors l'embolisation, ce qui est recommandé depuis 2014, c'est de la réaliser avec un cathéter et de la gélatine résorbable. C'est efficace dans 3 quarts à 100% des cas, c'est renouvelable et ça préserve la fertilité. Il n'y a pas de conséquences sur la fertilité.
Il est recommandé d'emboliser les artères utérines et, si on ne parvient pas à les cathétériser, d'emboliser les troncs antérieurs des artères hypogastriques. Donc, je vous montre un exemple de cette patiente de 27 ans, G1P1, accouchement par voie basse. Elle a perdu 1,7 litre. Elle a déglobulisé, elle a été transfusée. Donc, vous voyez le cathétérisme par voie fémorale droite de l'artère utérine gauche. Donc, on la cathétérise avec une sonde. Ici, c'est une sonde Cobra 5F Glide qu'on met dans l'artère utérine. Donc, vous voyez, on voit la vascularisation de l'utérus gravide. On injecte de la gélatine résorbable jusqu'à avoir un arrêt ou un ralentissement du flux. On fait ça à gauche puis à droite. Donc, ici à droite, on a cathétérisé en homolatéral avec une sonde Cobra aussi. Donc différentes techniques pour faire ce cathétérisme homolatéral en fonction de l'anatomie des patientes. Là, ça se présentait bien. Parfois, on peut être amené à utiliser des sondes avec des courbures inversées. Là, on a pu rentrer le cathéter dans l'artère utérine aussi du côté droit et obtenir un ralentissement du flux, ce qui a permis de contrôler le saignement. Alors, depuis quelques années maintenant, il y a de la gélatine résorbable qui est déjà toute prête en seringue sous forme de petits cubes. Donc, c'est le laboratoire Merit qui fait ça. Donc, il y a des cubes de 2,5 et de 5 mm qui sont disponibles. À mon sens, c'est très intéressant dans l'hémorragie du postpartum parce que les cubes de 2,5 mm, notamment, lorsqu'on les mélange à de l'iode, et qu'on les passe dans un robinet 3 voies, 2, 3, 4 fois maximum, ils vont rester sous forme de cubes de 2,5 mm de côté. Et ces cubes, on va pouvoir les injecter, non pas dans une sonde, mais dans un microcathéter, jusqu'à 0,024 inch. Donc c'est par exemple le Progrit 2.7 de chez Terumo, le Direction iFlow de chez Boston, le Maestro de chez Merit, donc de nombreux microcathéters disponibles sur le marché. Et donc, je pense que ça met un petit peu en défaut cette théorie comme quoi il faut emboliser avec un cathéter, puisque là, on arrive quand même à faire une embolisation avec des cubes volumineux et donc une embolisation qui va rester proximale. C'est ça l'idée, c'est de faire une embolisation tronculaire proximale pour dévasculariser l'utérus sans prendre le risque d'emboliser distalement et d'engendrer une nécrose utérine. Donc, pour illustrer cela, je vous montre un cas assez récent d'une patiente G1P1 qui avait eu une césarienne, grossesse compliquée d'une prééclampsie avec souffrance fœtale, une atonie utérine après l'accouchement, une hémodynamique stable et une anomalie de coagulation débutante avec une hypofibrinogénémie, donc qui est un signe qui nous inquiète. Donc elle a déglobulisé, elle a 7 grammes d'hémoglobine, elle a perdu 1,2 litre. Les gynécologues ne sont pas parvenus à poser un ballon de Bacry par voie basse et donc on nous demande d'emboliser cette patiente. Donc comme recommandé, on utilise un cathéter, donc un cathéter 4F ici, Glide, type Cobra. Vous voyez l'artère utérine droite qui est très angulée dès sa naissance, donc on ne parvient pas à rentrer le cathéter dedans. On n'insiste pas, on se met à l'ostium de l'artère utérine et donc on embolise ici avec de la gélatine résorbable. Vous voyez la gélatine résorbable qui va donc à la fois dans l'artère utérine et à la fois dans le tronc antérieur de l'artère hypogastrique. Le contrôle en fin d'intervention, vous voyez la stagnation dans l'artère utérine et la stagnation dans la totalité du tronc. En fin d'intervention, la patiente se plaint d'un déficit dans le territoire du nerf sciatique droit, déficit sensitif et moteur. Quelques jours plus tard, elle fait une nécrose fessière et labiale droite. Donc chez cette patiente, il eût été intéressant d'utiliser un microcathéter pour progresser dans l'artère utérine et injecter des embocubes de 2,5 mm sous forme de cubes afin d'éviter d'emboliser le tronc antérieur et d'éviter ces complications qui, même si elles sont rares, sont assez
dramatique pour les patientes. Donc, je vous montre ce cas, par exemple, de cette patiente de 22 ans, G4P3, qui avait une rupture prématurée des membranes, un accouchement par voie basse, qui avait eu tout le protocole jusqu'au ballon de Bacry, qui saignait encore. Donc, comme on a eu du mal à rentrer dans l'artère utérine, on a utilisé un microcathéter. On a utilisé des embocubes qu'on a injectés dans l'artère utérine, ce qui a permis d'arrêter le flux à gauche. Puis, à droite, on a fait la même chose parce qu'on avait du mal à rentrer dans l'artère utérine. Microcathéter plus embocube, ça nous a permis de contrôler le flux, de ralentir le flux, pardon, de stopper le saignement sans complications. Voilà. Je passe à un cas un petit peu différent maintenant. C'est une patiente de 25 ans. Là, on est à 24 heures de la césarienne. Elle fait une hémorragie génitale massive. Donc, comme on est à 24 heures, on comprend pas trop. On demande un angioscanner pour essayer de voir ce qui se passe et on tombe sur cette image d'addition au temps artériel qui se projette dans l'utérus. Donc là, on suspecte évidemment un faux anévrisme. Et donc, tout le monde est d'accord pour qu'on la prenne dans le bloc de radiologie interventionnelle pour traiter ce faux anévrisme. Donc, vous voyez l'injection dans l'artère hypogastrique gauche qui montre d'emblée ce faux anévrisme et qui, dès qu'il est mis sous pression, se rompt dans la cavité utérine et saigne littéralement. Donc là, il va falloir microcatétériser cet anévrisme, ce qu'on a fait, et injecter non pas de la gélatine résorbable évidemment, puisqu'il y a une plaie artérielle et une artère qui est complètement ouverte dans la cavité utérine, mais un agent d'embolisation définitif. Dans ce cas-là, on avait choisi d'utiliser de l'histoacryl, donc de la colle biologique, pour en coller l'artère. On a ensuite contrôlé l'artère utérine droite qui ne revascularisait pas ce faux anévrisme, et la patiente a arrêté de saigner. Maintenant, pour ce qui est des anomalies d'insertion placentaire. Donc, c'est des cas un petit peu différents. Donc, vous connaissez les différentes anomalies. Il y a cette classification FIGO maintenant qui différencie les placentas myo-adhérents, c'est en fait les placentas accreta, puis les placentas myo-invasifs qui rentrent dans le myomètre, c'est l'increta, ou bien qui franchit complètement la séreuse, voire qui envahit les organes adjacents et le plus souvent la vessie, ça va être le placenta percreta. Donc il y a différentes possibilités qui sont décrites dans la littérature pour prendre en charge ces patientes avec des anomalies d'insertion placentaire. Je vais vous parler de ce qu'on fait dans notre centre avec les gynéco-obstétriciens. Dans les anomalies d'insertion placentaire, les placentas sont systématiquement laissés en place et que la patiente ait une hémorragie ou pas, on les embolise systématiquement. Il existe d'autres techniques qui sont décrites, qui sont des techniques chirurgicales sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Donc, je vous montre ce cas d'une patiente qui est G7P6, qui a eu une césarienne à 32 semaines et qui avait un placenta percreta. Donc, les gynécologues ont fait une césarienne, ils ont laissé le placenta, ils ont refermé, puis ils nous ont envoyé la patiente pour embolisation. Donc, lorsque le placenta est laissé en place, la vascularisation est très très riche puisqu'il y a encore tout le placenta, donc il y a beaucoup plus de vaisseaux à occlure que lorsque il n'y a pas de placenta, ce qui implique soit d'arriver à rentrer le cathéter dans l'artère utérine pour injecter un mélange très épais de gélatine résorbable et d'iode pour arriver à faire l'hémostase. Donc, comme on a pu le faire du côté gauche, soit si on n'y parvient pas, comme on a fait du côté droit, eh bien là aussi, c'est intéressant d'utiliser les embocubes de 2,5 mm, donc sous forme de cubes, pour arriver à ralentir le flux dans ce placenta. Voilà pour les anomalies, pour les hémorragies immédiates du postpartum. Donc, maintenant, on va passer aux hémorragies retardées du postpartum, donc après 24 heures. Entre 24 heures et 6 semaines, on arrive sur les hémorragies retardées du postpartum.
Donc 2 cas, les infections, les endométrites, je n'en parlerai pas ce soir, et les anomalies vasculaires utérines. Donc les anomalies vasculaires utérines, il y a de nombreux termes dans la littérature pour les décrire. Cela survient systématiquement chez des patientes qui ont un antécédent de grossesse et un antécédent de traumatisme utérin, que ce soit une césarienne, un curetage, une IVG. Et les anomalies vasculaires utérines, dans la majorité des cas, traduisent l'évolution d'une rétention trophoblastique partielle. C'est parce qu'il reste un tout petit bout de trophoblaste qu'il va y avoir une hypervascularisation myométriale et endométriale en regard le plus souvent. Un point important, c'est de savoir que lors de la grossesse, de façon physiologique, il existe des shunts artério-veineux dans le myomètre. C'est normal. Dans le développement du myomètre et du placenta, il y a toujours des shunts artério-veineux qui vont se mettre en place. En conséquence, en imagerie, on sait que s'il y a des shunts artério-veineux avec du placenta, on va avoir un retour veineux précoce. C'est ce que l'on va observer en imagerie. C'est-à-dire qu'on va voir une veine s'opacifier alors qu'on vient d'injecter du contraste dans l'artère. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une malformation artério-veineuse. Le problème, c'est que souvent ce lien est fait trop rapidement entre retour veineux précoce et malformation artério-veineuse. Dans le cas présent, il s'agit simplement de shunts artério-veineux dus à la présence d'un petit résidu placentaire et à la persistance de ces shunts artério-veineux. Mais ce ne sont pas des malformations artério-veineuses. Les malformations artério-veineuses sont des maladies congénitales qui sont présentes dès la naissance. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Ce sont des pathologies qui apparaissent dans le postpartum, dans le post-abortum. C'est différent. Lorsque l'on a une rétention trophoblastique partielle, on peut avoir une vascularisation variable en regard de la rétention. Vascularisation donc qui va concerner le myomètre et l'endomètre. Ces hypervascularisations résiduelles peuvent parfois être à l'origine de saignements. Cette hypervascularisation résiduelle, myométriale et endométriale, dans la littérature, on l'a appelée EMV pour Enhanced Myometrial Vascularity, et ça correspond en histologie à un défaut d'involution du lit vasculaire placentaire. Il arrive même parfois que l'on ait uniquement ce défaut d'involution du lit vasculaire placentaire sans résidu trophoblastique associé. C'est probablement qu'il y a eu un résidu trophoblastique qui s'est ensuite décroché, qui a été expulsé et qu'il persiste encore un lit vasculaire placentaire qui n'a pas encore involué. Donc, comment prendre en charge ces pathologies? Eh bien, on a travaillé ces derniers temps entre radiologues et gynécologues. Donc, on a constitué un groupe d'experts auquel on a soumis différentes situations cliniques. Et donc, on a fait ces différents scénarios et chacun a répondu sur la prise en charge qu'il proposerait. Et donc, on a obtenu un consensus sur un certain nombre de situations cliniques que je vais vous présenter. Nous sommes ici dans le cas d'une hypervascularisation myométriale isolée, donc sans rétention trophoblastique associée. Vous voyez que le consensus ressort lorsque la patiente saigne de façon abondante ou récurrente. Dans ce cas-là, ce qu'on propose comme traitement, c'est une embolisation par de la gélatine résorbable. Si elle ne saigne plus, ça va être une simple surveillance en échographie et une surveillance biologique. Et en cas de saignement récurrent malgré un traitement bien conduit, qu'il eût été chirurgical ou endovasculaire, dans ce cas-là, on va proposer à nouveau un traitement endovasculaire, mais cette fois avec des agents d'embolisation définitifs, liquides, c'est-à-dire de l'onyx ou de la colle, ou bien des microsphères que certains utilisent. On avait différencié dans ces situations les patientes avec désir de grossesse et sans désir de grossesse. Dans le cas présent, le consensus n'avait été obtenu que si les patientes n'avaient pas de désir de grossesse.
Maintenant, nous sommes dans la situation où une patiente a une rétention trophoblastique partielle et une hypervascularisation myométriale en regard, mais limitée, c'est-à-dire qu'elle se situe uniquement en regard de la rétention trophoblastique et qu'elle ne concerne pas la totalité du myomètre. Dans ce cas-là, le traitement consensuel, c'est l'embolisation des artères utérines à la gélatine associée à une aspiration ou une hystéroscopie opératoire. Donc, ce qui est bien ressorti du côté de nos confrères gynécologues, c'est qu'il faut éviter le curetage et préférer l'aspiration ou l'hystéroscopie opératoire afin de prévenir le risque de synéchie. Maintenant, la situation de rétention trophoblastique partielle avec une hypervascularisation myométriale étendue. En cas de saignement abondant récurrent avec une anémie, le traitement sera là aussi une embolisation des artères utérines avec de la gélatine résorbable, suivie d'une aspiration ou d'une hystéroscopie opératoire. Et si le saignement persiste malgré traitement endovasculaire ou chirurgical bien conduit, le traitement sera de renouveler une embolisation avec de la gélatine résorbable, ainsi que l'aspiration ou l'hystéroscopie opératoire. Pour illustrer cela, je vous montre le cas d'une femme qu'on a pris en charge en 2022, 25 ans, suite à une IVG médicamenteuse. Elle présente environ un mois après des métrorragies persistantes, des vertiges, une hémoglobine à 6,7. Donc, lorsqu'elle se présente aux urgences, elle a une rétention endo-utérine que l'on voit en échographie. On la transfuse, puis elle sort. Contre avis, elle revient quelques jours plus tard pour des métrorragies. On la laisse partir sous hexacyle et on programme une embolisation et une hystéroscopie opératoire. Cette fois, elle est d'accord pour être traitée. Donc vous voyez, l'IRM montre une rétention trophoblastique. Donc en T2 sagittal, vous voyez que ça concerne à la fois le myomètre et l'endomètre, que la rétention est située aussi dans la cavité. On voit que c'est bien de la rétention, que c'est pas du caillot, ça n'est pas un hypersignal T1. On fait volontiers des séquences d'angio-IRM dynamique dans ces pathologies qui peuvent donc parfois porter à confusion. Comme vous le voyez ici, on est à un temps artériel, on voit cette hypervascularisation qui prédomine à droite dans l'utérus avec un retour veineux précoce puisqu'on voit déjà la veine ovarienne droite. Donc comme je vous l'ai dit au début, c'est simplement qu'il y a des shunts résiduels dans le myomètre qui sont dus à la persistance d'une petite rétention trophoblastique. Ça n'est pas pour ça que c'est une malformation artério-veineuse. Et preuve en est, on prend en charge la patiente environ une semaine après l'IRM. L'anomalie vasculaire utérine avait déjà commencé à involuer spontanément. Et vous voyez que en artériographie, on n'a plus de retour veineux précoce, on a simplement une hypervascularisation myométriale. Donc on utilise de la gélatine résorbable pour occlure l'artère utérine droite, on contrôle l'artère utérine gauche, on voit qu'elle ne participe pas à l'hypervascularisation, donc elle ne sera pas traitée. Le lendemain, la patiente bénéficie de son hystéroscopie et de la résection de la rétention trophoblastique. Elle n'est pas compliquée de saignement. Et la patiente est traitée. Voilà pour ces anomalies vasculaires utérines. Enfin, maintenant, pour ouvrir un peu le débat sur l'international, l'OMS travaille à la mise en place d'un plan de lutte contre les hémorragies du postpartum. Et vous voyez, lorsqu'il pose la question à un panel d'experts sur l'usage de l'embolisation des artères utérines dans le traitement des hémorragies réfractaires du postpartum, ce qui va manquer, c'est l'entraînement et l'expérience chez les professionnels de santé pour réaliser ce type d'intervention et les équipements. Donc, je rebondis là-dessus pour vous dire qu'il existe une fondation, Faire-en-Beau, qui a été créée par le professeur Vincent Vidal et dont l'objectif est de développer la radiologie interventionnelle dans les pays émergents. Et avec cette fondation, on va faire de la formation dans différents pays, en Afrique notamment, pour apprendre aux équipes de radiologie à faire de l'embolisation et notamment de l'embolisation des artères utérines. Donc Faire-en-Beau s'est ouvert
à tout le monde. Vous avez le lien sur le site. Si vous voulez participer et aider au développement de la radiologie interventionnelle, tout le monde est le bienvenu. Pour terminer, donc on l'a compris, il faut collaborer entre radiologues et gynécologues pour pouvoir prendre en charge de façon optimale ces patientes, avoir des protocoles locaux, avoir des circuits qui fonctionnent. La gélatine résorbable, c'est l'agent d'embolisation qu'on va utiliser en première intention dans ces hémorragies du postpartum et les anomalies vasculaires utérines. C'est une entité que l'on peut voir dans les hémorragies retardées du postpartum et du post-abortum, qui peuvent spontanément évoluer ou être parfois à l'origine de saignements et que l'on va traiter selon les guidelines que l'on a établis dernièrement. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée.